La diplomatie culturelle, ou ce qu'on appelle bien plus souvent le soft power. Un concept qui sonne plutôt doux, presque inoffensif, mais en réalité, il cache l'une des formes de pouvoir les plus efficaces sur la scène mondiale. Alors plongeons ensemble dans cette notion qui est, on va le voir, vraiment fascinante. On entend souvent cette idée que le soft power, ce serait en quelque sorte l'arme des nations qui n'ont ni la puissance militaire, ni la force économique pour s'imposer. Une sorte de stratégie par défaut, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Bon, pour y voir clair, posons d'abord les bases. D'un côté, on a le fameux hard power, la puissance dure, c'est facile à comprendre, ce sont les armées, les sanctions économiques, bref, la capacité de forcer un autre État à faire ce qu'il ne veut pas. De l'autre côté, le soft power, c'est tout le contraire. C'est la capacité de donner envie, de séduire par sa culture, ses idées, ses valeurs, au point que les autres aspirent à suivre le même chemin. C'est le pouvoir de l'attraction, pas celui de la contrainte. Parfait. Maintenant que cette distinction est claire, attaquons notre question de front. Et la première idée, qui peut paraître un peu contre-intuitive, c'est que le soft power, loin d'être l'apanage des faibles, a de tout temps été un instrument de choix pour les grandes puissances. L'historien Gilles Pécou le dit de manière assez implacable. L'un ne va pas sans l'autre. Pour les États dominants, avoir une politique culturelle ambitieuse, ce n'est pas un petit plus, c'est une pièce maîtresse de leur stratégie de puissance. Le lien est structurel. Et l'histoire, elle, regorge d'exemples. Pensez à Versailles au XVIIe siècle. Ce n'était pas juste un château, c'était une véritable scène de théâtre conçue pour éblouir le monde et affirmer la supériorité du modèle français. Plus tard, au XIXe, c'est au nom d'un amour pour la Grèce antique que les puissances européennes se sont permis d'intervenir dans ces affaires. Et bien sûr, après 1945, l'Amérique a conquis le monde, pas seulement avec ses bases militaires, mais surtout avec ses jeans, son rock'n'roll, son cinéma. L'arme des faibles? Pas vraiment, non? D'accord. Donc, le soft power n'est pas réservé aux puissants. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un levier absolument formidable pour les nations qui cherchent à se faire une place, surtout quand elles partent de plus loin. Prenons la Corée du Sud. Dévasté par la crise financière asiatique à la fin des années 90, le pays a dû complètement se réinventer. La question était comment exister face aux géants qui l'entourent? La réponse, ça a été la culture. Le gouvernement a lancé une stratégie ultra délibérée de ce qu'on appelle le nation branding en investissant massivement pour faire de la K-pop, du cinéma, de la technologie coréenne, des objets de désir planétaire. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Un autre exemple, tout aussi parlant, nous vient du Sénégal. Au moment de son indépendance, le pays n'a ni de grandes richesses naturelles, ni une armée puissante. Mais il a un atout immense, un président poète, Léopold Sédar Senghor, qui a une vraie vision. Il va faire de la culture non pas juste un petit supplément d'âme, mais le moteur même de l'identité et du rayonnement de son pays. Avec des événements d'envergure mondiale, comme le Festival des Arts Nègres ou la Biennale de Dakar, le Sénégal a réussi à s'imposer comme un pôle intellectuel et artistique incontournable. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que ce prestige culturel a eu des retombées très concrètes. Ça a créé un climat de confiance, une image de modernité, d'ouverture qui a attiré les partenaires et les investisseurs. Mais voilà, le monde change. Et avec lui, la façon d'exercer l'influence. Le soft power du XXIe siècle ne ressemble plus tout à fait à celui d'hier. On assiste à une transformation vraiment profonde. En fait, on est passé d'une logique de domination à une logique de dialogue. C'est fini le temps où une puissance pouvait simplement chercher à imposer son modèle culturel de façon verticale, un peu comme un héritage de l'ère coloniale. Aujourd'hui, l'influence se construit dans l'échange, dans la coopération, dans le respect mutuel. La nouvelle norme, c'est le partenariat. Et il n'y a rien qui illustre mieux cette nouvelle dynamique que le débat mondial, passionné et incroyablement complexe, sur la restitution des œuvres d'art. Cette question nous force tous à décentrer le regard, à admettre qu'un objet qui est vu ici comme un chef-d'œuvre universel peut être ailleurs un objet sacré, un symbole de la mémoire de tout un peuple. Ce n'est pas qu'une affaire post-coloniale d'ailleurs, la Grèce le rappelle sans cesse avec les frises du Parthénon. Mais ce débat, aussi tendu qu'il puisse être, est surtout devenu un incroyable catalyseur pour inventer de toutes nouvelles formes de coopération entre les musées et entre les nations. Alors au final, que nous dit tout ça sur le pouvoir aujourd'hui? Là, on touche au cœur du sujet. Quelle est la véritable signification du soft power dans le monde contemporain? Pour bien le saisir, le mieux c'est de revenir à la source, à la définition de celui qui a popularisé le concept, Joseph Nye. Le soft power, c'est l'art d'amener les autres à vouloir la même chose que soi. Ce n'est pas acheter leur soutien, ni les forcer, c'est les inspirer. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Ce que Joseph Nye a identifié, ce n'est pas juste une nouvelle tactique dans la grande boîte à outils des diplomates. Non, c'est une véritable mutation de la nature même du pouvoir. À l'ère de l'information, le pouvoir brut, la coercition, est de moins en moins efficace et de moins en moins durable.
Le soft power, c'est donc une approche globale, c'est tout un écosystème. Il se nourrit à la fois de l'attrait de la culture, bien sûr, mais aussi de la crédibilité des valeurs politiques d'un pays et de son image de leader constructif sur la scène internationale. C'est la synergie entre ces trois piliers qui crée une vraie force d'attraction. La conclusion est donc assez claire. Dans le monde complexe qui est le nôtre, le pouvoir le plus durable, ce n'est plus celui qui commande et qui contraint. C'est celui qui inspire, celui qui donne envie d'être suivi. C'est la capacité à devenir un modèle que les autres choisissent librement d'imiter. Ce qui nous laisse avec une toute dernière interrogation pour la route. À l'heure où les idées et les images traversent les frontières en une fraction de seconde, est-ce que cette capacité à façonner les esprits, l'influence, n'est pas devenue tout simplement la véritable monnaie du pouvoir au XXIe siècle ? La question, elle, reste ouverte.